Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus luxueux de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Une review qui arrive après la dernière chronique jojoesque sur Araki avant Jojo. L'engouement était moindre, je m'y attendais, mais tous ceux qui l'ont vu ont absolument adoré, alors j'en suis ravi. Merci pour vos merveilleux retours, je suis content d'avoir terminé l'année en beauté. La rentrée est là, et avec elle le manque de temps, et les maladies des chutes de température pour mon faible métabolisme qui vont avec. Je suis donc désolé pour le retard sur cette review, j'étais vraiment dans le mal, mais elle est là, et réalisée avec amour, je peux vous l'assurer. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée, et je vous donne toute ma force pour la suite. Le chapitre 8 se nomme donc « Allons voir les montres de luxe ». Promettant une petite pause faite de détente et d'expérimentation sur le rocher de lave, bienvenue après un dur combat. Voici la cover, et c'est l'une de mes préférées jusqu'à maintenant. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais déjà, bordel, Jojo fait une autre pause. Et surtout, celle-ci est particulièrement élégante. Qui plus est avec la compo reprenant l'insigne de la partie, plaçant le rocher de lave en son centre, et formant intelligemment un œuf avec le corps de Jojo. Rien à signaler pour l'Ultra Jump, si ce n'est un Jojo bien stylé en bas à gauche, et en vrai des couleurs harmonieuses plutôt stylées pour ce manga dont je ne connais rien. Pas de chapitre prévu par contre pour le mois prochain, le manga sera de retour en novembre. L'occasion de prendre une bonne pause bien méritée pour Araki et aussi pour moi-même, après un cliffhanger particulièrement violent d'ailleurs. Je pense donc que la prochaine fois qu'on se parlera, le tome 2 sera sur le point de sortir ou même déjà sorti. De quoi passer en review la seconde cover, que j'ai hâte de voir. Allez, fini de blablater. Il est temps de retrouver notre équipe dans leur petite halte à Hawaï. Mais il ferait bien mieux de ne pas baisser leur garde, car nul stand n'est considéré comme battu sans voir le manueur l'être aussi. J'étais très dérouté quand j'ai commencé à lire ce chapitre. Comme je vous le disais le mois dernier, je m'attendais à ce que notre groupe de héros retrouve direct le manieur des chats et vienne lui soutirer toutes les infos, alors qu'il était en position de faiblesse. Mais au final, on a une ellipse temporelle dans laquelle on retrouve nos héros de retour en ville. Sûrement à Kailua Kona d'ailleurs, en train de tuer le temps en attendant le vol retour. Dérouté, mais quand j'ai vu la tournure qu'allaient prendre les événements, j'étais trop content. Ce chapitre était en effet, en plus d'être certes rafraîchissant de par un petit slice of life bienvenu, développant les relations entre nos personnages, incroyablement riche en révélations et en avancées du récit. On va revenir sur tout ça tranquillement, dans une ambiance posée qui sied bien au ton global du chapitre, malgré sa seconde moitié bien tendue. L'intro était déjà hyper intéressante. Le groupe, après que Jojo se soit fait draguer par deux filles allant à la plage, preuve ultime qu'on a encore là un Jojo bien séducteur d'ailleurs, croisera le regard de flic passant juste à côté. Une sacrée tension s'en dégagera, puisqu'on rappelle qu'ils viennent de cambrioler Rohan. Mais on a là la preuve qu'il a tenu sa promesse, il n'a pas alerté la police. Une preuve à la mise en scène soignée et efficace, avec un bon gros plan fait sur la voiture complètement défoncée, et Usagi qui chill au calme dessus. Une situation habituelle à Hawaï je suppose, qui ne mérite pas que la police s'y attarde. Une belle transition vers la prochaine scène en tout cas, où Usagi voudra gratter de la thune à Dragona. Un Dragona circonspect, qui lui rappellera que la voiture a été payée par tout le monde, comme introduit dans le chapitre 2, et qu'Usagi l'a craché en plein dans l'arbre. Et qui fera un véritable interrogatoire en lui demandant si sa famille est pauvre. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la vie d'Usagi, au détour d'une case dans laquelle il dit que son père a été fauché par un bus. C'est un peu triste. Mais les circonstances empêchent un peu de ressentir de la pitié à son égard. Cette discussion est incroyable. Les deux personnages sont totalement désintéressés, leur conversation a l'air de se passer dans une autre dimension carrément. Dragona prend de haut, à raison, un Usagi ridicule qui peut pas se contenter d'avoir juste humblement sauvé le groupe, mais qui cherche à récupérer les 20 balles qu'il a dépensées en achetant le burger. Mais Dragona sera attendri par la révélation de la mort du père d'Usagi, dite de manière surprenamment triste malgré lui, et acceptera de lui prêter l'argent en sortant un billet. Une bonne séquence d'humour jojoesque, qui servira une fois de plus en tant que transition intelligente vers le principal enjeu du chapitre. Notre groupe va faire des expérimentations sur le rocher de lave pour voir comment il fonctionne. En effet, en voyant le rocher posé sur le billet de 20 balles sur la table, Usagi se posera des questions. Comment le rocher décide de ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas? Il évoquera le fait que tous les biens attirés par le rocher étaient à Rohan. Jojo étoffera cette idée en se demandant si la lave se souvient du propriétaire, et ce en amenant une idée de distance. Du genre, si le diamant était attiré par le rocher de lave,
C'est parce qu'il a passé beaucoup de temps à ses côtés dans le coffre-fort au préalable. Du coup, il s'en est imprégné, et cherchera dès lors à toujours revenir vers lui. Ainsi, on pourrait imaginer que Rohan ait fait entrer en contact le rocher de lave avec toutes ses possessions les plus chères, pour être sûr qu'elle reviendrait toujours à lui en toutes circonstances. Quand le groupe est arrivé chez Rohan, c'était au tour du diamant fraîchement récupéré d'être entre guillemets béni par le rocher, d'où sa présence à ses côtés dans le coffre-fort. Ainsi, c'est le possesseur du rocher qui déciderait de laquelle de ses possessions a de la valeur ou non, et non le rocher de lave qui le devine lui-même. C'est la thèse que notre groupe va essayer de prouver. Après avoir bien fait mijoter le contact entre le rocher et les 20 balles de Dragona, Usagi lance le billet par terre. Pas de peau, il va se faire voler par un mec qui passait là. Mais alors que Dragona prend le seum, Paco revient avec les sprites qu'il était parti acheter pour le groupe. Pas de chance, une mouche est tombée dans l'un d'entre eux. Il est alors allé se faire dédommager, avec un nouveau sprite et un remboursement complet. Un remboursement effectué avec le billet de Dragona, préalablement marqué par Usagi, qui est alors revenu à son propriétaire d'une manière détournée. Et ça c'est fou. J'adore cette idée de retour plus indirecte, et pas simplement une téléportation comme vu dans les précédents chapitres. Mais à vrai dire, ça vient soulever beaucoup de questions. Bon, si on résume ce que j'ai compris des précédents chapitres et des ajouts de celui-ci, le rocher de lave attire à lui les objets de valeur, définis comme tels en entrant en contact avec le rocher au préalable. Si ces derniers se trouvent sur le corps de quelqu'un qui n'a pas en main le rocher de lave, ils en tomberont. Exemple les mains de Dragona ou la sacoche de Paco, pour rejoindre le morceau. S'il est par terre, ils convergeront vers lui. S'il est entre les mains de quelqu'un, cette personne pourra transporter ses objets sans problème. Ce pourquoi c'est Jojo qui s'occupe du diamant donc, car c'est lui qui transporte le rocher. Jusque là on est d'accord, ok? Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que Dragona a pu garder son billet, alors que ce n'est pas lui qui avait le rocher en main à ce moment-là? C'est sûrement là qu'intervient la très floue notion de propriétaire. C'est assurément la clé de tout ce bordel. Mais alors cette clé, je ne sais pas quoi en faire. Là les faits, purement démonstratif qu'on voit, c'est si quelqu'un tient le rocher de lave, il est capable de garder sur lui des biens de valeur qui ne lui appartiennent pas, volés, comme le diamant par exemple. Pour autant, quelqu'un qui ne possède pas le rocher de lave sur lui, et qui ont vu ses biens entrer en contact avec ce dernier au préalable, peut les voir venir vers lui. C'était le cas avec Rohan qui récupère ses billets dans le chapitre 5, et c'est le cas avec Dragona qui récupère son billet de 20 ici. Je ne sais absolument pas quoi en tirer, c'est un véritable casse-tête qui me fait bouillir le cerveau. J'attends de pied ferme vos théories et vos interprétations sur tout ce bordel. Pour le coup, c'est rarement arrivé depuis le début de ces reviews, mais là, je sèche. Et je pense que c'est normal. Des trous sont laissés volontairement par Araki, pour nous laisser nous péter le cerveau en même temps que le groupe qui cherche à comprendre comment ça fonctionne. Avec leurs propres théories, leurs propres idées qui s'avéreront vraies, et leurs fausses pistes. Et j'aime beaucoup ce procédé. En tout cas, ce chapitre réfute l'idée que le rocher ne fait qu'attirer les objets de valeur à lui, peu importe à qui ils appartiennent, et sans condition préalable. Il faut qu'ils aient été en contact avec le rocher pour qu'ils se voient affublés de la mention « objet de valeur ». Comme je le pensais, il se peut que le tout prenne une tournure plus métaphorique, s'éloignant de l'argent pur, pour aller vers une richesse conceptuelle, qui sied bien à ce que j'ai compris du personnage de Jojo pour le moment. Bref, fini de parler du rocher de lave pour aujourd'hui. Ça m'a véritablement fait péter mon crâne, surtout en étant malade comme un chien comme je l'étais. C'est un des concepts les plus compliqués à comprendre qu'Araki ait pu nous pondre jusqu'à maintenant. Et pourtant on sort quand même de Wonder of You. Compliqué, mais terriblement intéressant, et avec un potentiel de malade que j'en suis certain, Araki exploitera comme il faut. J'espère juste que j'ai raison de bien me casser le crâne et de réfléchir à fond à comment ça marche, et qu'il n'y a pas déjà des petits plot holes ou des erreurs qui sont glissées par-ci par-là. Mais bon, j'y crois. Fini de parler du rocher pour nous, mais pas pour notre groupe, qui vont avoir la merveilleuse idée d'aller expérimenter le fonctionnement du rocher de lave dans ni plus ni moins qu'une bijouterie de luxe. Eh ben, super idée ça Dragona. Orvan, je trouve ça trop bien de le voir reprendre le lead l'espace de quelques instants. Surtout que l'idée de savoir exactement comment le rocher fonctionne avant de revenir à Oahu est ma foi une idée totalement pertinente. Le groupe va donc se diviser en deux. Seuls Dragona et Usagi iront dans la bijouterie, parce que Jojo est trop jeune, et Paco parce qu'il a l'air louche. Va te faire foutre, Usagi. Un peu de respect pour Paco, mon grand, s'il te plaît. Orvan, j'aime beaucoup cette idée de diviser le groupe en duo. Ça permettra de développer les relations de manière plus profonde, et de créer des doubles situations de merde pour encore plus de tension, comme ce que la fin du chapitre a l'air de présager. Un procédé récurrent dans Jojo, que ce soit dans les parties les plus récentes comme les plus anciennes.
mais qui me rappelle surtout, vu le setting de The JoJo Lands, les meilleures heures de Golden Wind. Dragona va donc cacher le rocher dans la poche secrète derrière sa broderie D, bien pratique, et partir avec Usagi. J'aime beaucoup le lancement de cette séquence, avec le retour du fameux The JoJo Lands. Voici l'histoire d'un garçon qui va faire fortune. Ici pour appuyer sur la première vraie opération effectuée avec le rocher de lave du côté des héros, qui va lancer le mécanisme à une vitesse supérieure. Cette scène de la bijouterie commence dans une ambiance très chill et à vrai dire carrément drôle. Usagi qui vanne sur le fait qu'une montre de luxe montre combien de temps il reste à ta vie plutôt que l'heure qu'il est, sûrement parce qu'on achète ça en étant vieux et riche je suppose, qui fout la merde en écorchant les noms des marques, tandis que Dragona joue parfaitement le jeu. C'est trop cool. J'adore la dynamique entre ces deux persos. Le coup du joaillier qui voit le diamant et qui se met à les traiter comme des rois, en leur présentant 4 montres de luxe sur la table, c'est aussi une excellente idée. Et ça ne peut que faire penser à la fameuse scène des tickets de loto de Diamonds Unblockable. Ça en reprend aussi la tension de fou, et ce, avec l'instant DC Cinéma du chapitre, qui va se dérouler en 2 actes. En effet, il va se passer un truc bizarre. On comprend pas tout ce qui se passe, le joaillier se lève, parle à la sécurité, et donne un ultimatum à nos héros. On est dans le flou, et la page d'après, on voit que l'une des montres a disparu. J'avais au début pas capté, alors je suis revenu en arrière, et j'ai remarqué cette case, dans laquelle Dragona frotte brièvement la montre à son insigne, dans lequel je rappelle le rocher de lave se trouve, un signe que Dragona touchera de manière discrète après que la montre ait disparu. Une incroyable manière, pleine de tension et d'incompréhension typique de JoJo, de nous faire comprendre que oui, définitivement, leur théorie est valide. La montre a touché le rocher de lave, et y a été attirée quelques secondes plus tard. On ne sait pas où est la montre. Si elle s'est directement téléportée dans la poche de Dragona, ou s'il reviendra à lui de manière plus détournée comme ses 20 balles au début du chapitre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est désormais en la possession de Dragona, ou qu'elle le sera d'une minute à l'autre, et que lui et Usagi vont devoir se sortir de ce bourbier. Ma théorie, c'est qu'on saura ce qu'il s'est passé exactement dans le prochain chapitre, et ce, avec les images de la caméra qui a filmé ça. Ça, c'était le premier acte, qui a fait tourner au vinaigre l'expédition d'Usagi et Dragona. Le second, c'est celui qui fera partir en couille le moment de repos de nos gros BG préférés. Car ouais, moi aussi j'adore le poulet les gars, de tout mon cœur. Mais visiblement, vous avez en effet tout autant le droit au bonheur que moi qui espère inlassablement l'arrivée de Pepe Chicken dans ma ville. Ou qui espère manger un Zenburger mais qui quand arrive au BK voit que les seuls dispo c'est des veggies. Bref, ça devient trop personnel. Parce qu'alors que Jojo prend son sac, Sama va céder sous le poids de ce dernier et le lâcher. Mais pourquoi est-il soudainement devenu si lourd? Alors que Jojo dit que quelqu'un les suit depuis le début dans la forêt, que le chat n'était pas sauvage, Paco prend son courage à 2 mains et ouvre le sac, laissant apparaître ces putains de chats, toujours bien en vie. Et oui, le groupe ne les a pas achevés, et c'était une sacrée erreur. Comme je le défends depuis le début, ces chats sont un stand, et non le manieur. L'arc n'est pas terminé. C'était évident qu'il y avait encore beaucoup trop à savoir sur ces putains de chats. Comment est-ce qu'ils ont popé là? Qu'en a fait le groupe après les avoir capturés le mois dernier? Mais surtout, qui est ce putain de manieur et que veut-il à la fin? Est-il le propriétaire de la lave comme le dit étrangement Jodio? Des questions qui verront inévitablement leur réponse dans le prochain chapitre, ou en tout cas très bientôt. C'était en tout cas une mise en scène de malade mental. Le chapitre était bien tranquille, bien slice of life jusque-là. Et à la fin, tout bascule des deux côtés, venant prouver que notre groupe n'est jamais en sécurité et que ce calme n'était qu'illusion. J'ai bugué au début du chapitre. J'étais en mode « Comment ça, c'est réglé comme ça les chats là ?» Mais en fait non. Araki Cook est juste la meilleure manière de mettre en scène la suite des événements. Incroyable. Enfin, vous l'avez compris, j'ai, et je dis ça à chaque mois certes, absolument adoré ce chapitre. Mais là pour des raisons assez différentes de d'habitude. L'aspect qui m'a le plus plu, c'est évidemment ce côté slice of life à fond qui fait trop plaisir. Jojo en était bourré, mais pas dans un cadre de road trip entre personnalités marquées de ouf comme ici, et encore une fois, ça rappelle les meilleures heures de Golden Wind. Mais à la fois, la vibe est si différente. Je me suis particulièrement attardé sur la discussion entre Dragona et Usagi, parce que je la trouve particulièrement drôle et pertinente, mais ce chapitre était bourré d'interactions incroyables, riche en caractérisation de personnages. La dynamique de groupe est définitivement exceptionnelle, et ce, alors même qu'on a vu que 8 putains de chapitres. C'est véritablement l'un des aspects de JoJo Lands que j'aime le plus. Il se vanne tout en s'écoutant,
Ils sont à la fois terriblement cons et incroyablement intelligents, leurs relations sont trop cool. Qu'est-ce que je les aime, sérieux. On a carrément entre les mains les clés d'un des crews les plus marquants de JoJo. J'ai juste tellement hâte de voir où iront nos 4 zigotos. Ce chapitre, c'était aussi, bien sûr, des explications bienvenues sur le rocher, mises en scène de manière prenante et pertinente, en nous faisant découvrir ses effets par la manière forte, et ce, en même temps que les personnages, qui apprennent son fonctionnement au même moment que nous. Le découpage de l'action était parfait, bourré de transitions géniales, qui font tout s'enchaîner de manière si fluide, nous faisant ressentir la hype, la détente et la tension exactement comme on le devrait. Incroyable. Bien sûr, le dessin est toujours aussi bon. Rien à redire là-dessus, que des choses à dire, mais je complimente assez le merveilleux style d'Araki dans ce JoJo Land, alors je me contenterai de dire qu'il perpétue la tradition. J'attire simplement votre attention sur la seule double page du chapitre, d'ailleurs c'est assez rare, absolument majestueuse, et rendue encore plus impactante de par son exclusivité. Très content de partir en pause avec un chapitre comme ça. Je suis incroyablement hypé par la suite, et ça va me rendre un peu triste de dire au revoir à tout le monde pour un mois de plus. Mais quand ils reviendront, on va avoir le droit à un enchaînement de pic fiction monumental. Pour l'heure, j'en ai fini avec cette review. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Un véritable enfer à réaliser de mon côté, parce que comme vous avez pu l'entendre au début, comme j'ai pu vous le dire au début, j'étais incroyablement malade, je le suis toujours, mais ça va un peu mieux. Et je manque beaucoup de temps, on rajoute à ça le fait que c'était un chapitre particulièrement complexe, et que j'ai bien passé la première soirée d'écriture complète à écrire pas grand chose, parce que je pétais mon crâne pour comprendre comment fonctionnait exactement le rocher de lave. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même été satisfait par mon analyse et que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous explique le tout de A à Z, parce que c'est quand même assez chaud à comprendre. Mais j'espère que vous êtes donc satisfait. J'attends en tout cas vos éclaircissements, vos théories là-dessus, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si c'est vraiment compliqué à comprendre ou si juste je suis passé à côté d'un truc qui me rend débile, j'en sais rien peut-être. C'est ça le jeu, de pas regarder les reviews des autres youtubeurs avant de poster la sienne. Donc bon, on verra. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé de la review du chapitre en commentaire, c'est super important. À vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, c'est super important. Vous pouvez aussi la rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre donc, comme tous les chers membres que je remercie comme chaque mois, vraiment. Merci pour votre soutien les gars, c'est incroyable. Et de mon côté, je vous retrouve très bientôt sur le YouTube Jojo francophone pour une grosse vidéo en collaboration qui va régaler. Et on se retrouve d'ici 2 mois, donc en novembre, pour la review du prochain chapitre. Allez, portez-vous bien et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien, sérieux.